Donc je ne présente pas Anne-Françoise, c'est pas qu'elle n'est pas présentable, mais elle s'est déjà elle-même Je suis pas très présentée. présentable. Et voilà, je te donne directement la parole, Anne-Françoise, à toi. Bonjour. Du coup, je vais vous présenter le projet BRIF, qui est dans un des projets pilotes dans le pool projet infrastructure. Et l'idée, c'était de travailler sur une infrastructure numérique qui permette d'accélérer la caractérisation et l'utilisation de ressources génétiques. Donc c'est un projet avec une aide d'1 million d'euros et notre objectif, c'est vraiment de faire travailler plusieurs infrastructures nationales ensemble pour procurer à des projets qui en général en utilisent plusieurs des services numériques cohérents et qui coulent bien. Alors, autour de la gestion faire des données, de l'accès à des portails de données, on a une amélioration vraiment importante à apporter au portail de ressources génétiques pour qu'il soit enrichi avec des données de caractérisation. Et puis, il y a un travail aussi autour des environnements d'analyse reproductibles et économes en énergie. Alors, le projet est organisé donc, autour de 4 work packages. Le premier work package, qui est un peu au centre, vise vraiment à travailler donc, avec des infrastructures. Alors, France Génomique, l'IFB, l'Institut français de bioinformatique, et l'infrastructure rare, qui sont vraiment au cœur. Mais on a aussi des collaborations avec Phénome et avec l'IFORSAS pour le phénotypage animal et végétal. Alors, voilà, dans le projet ou en dehors du projet. Donc des services qui sont pour être en support à la gestion faire de données dans des projets et qui s'appuient sur des ressources déjà sur étagère ou qui développent des petites ressources complémentaires vraiment pour faciliter tout ça. Un deuxième work package qui se concentre sur les portails de données autour des ressources génétiques. Et souvent, ces portails de données, vous verrez, doivent faire travailler ensemble plusieurs bases de données dispersées et donc organiser des flux de données entre ces bases de données. Un work package sur l'analyse. Alors, on s'était focalisé sur la notion de pangénome, parce que l'analyse de collection de ressources génétiques, de plus en plus maintenant, c'est pour générer des pangénomes. Et c'est une discipline qui n'est pas toute nouvelle, mais qui n'est pas encore très stable d'un point de vue analyse. Et donc, la question, c'était comment est-ce qu'on pouvait appuyer ça avec des outils pareils, des outils sur étagère, leur évaluation, leur mise dans des environnements d'analyse reproductible, etc. Et puis un dernier work package qui est comment on contribue à des opérations de formation, de hackathon ou d'ateliers pour disséminer en fait les ressources ouvertes qu'on aura produites dans le projet, des recommandations, des guidelines, des bonnes pratiques, etc. Et donc on ne fait pas ça tout seul, on essaye de s'associer avec d'autres initiatives pour essayer d'avoir un effet levier. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails. Ce que je voulais, c'était vous montrer un peu où est-ce qu'on en était justement sur le développement de ces services pour la gestion des données. Donc on a dans le projet l'ambition d'être en support au projet du programme sur la conception de leur plan de gestion de données. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner et d'aider la communauté scientifique à monter en capacité sur ces aspects-là. Et donc tout ça passe à travers des webinaires, des formations, des ateliers. Il y en a un cet après-midi qui va être animé par Fred. Et là, c'est vraiment Fred qui est beaucoup à la manœuvre sur ces aspects-là. On a aussi à cœur de former des formateurs pour avoir un effet levier. Et donc, par exemple, l'année dernière, on a contribué à une école Fair Data à INRAE et qui formait en fait les responsables données des labos INRAE.
On est aussi du coup, les gens du Work Package sont impliqués dans des groupes de travail qui développent des ressources institutionnelles autour de ça. Donc le groupe de travail OPIDOR qui essaye d'améliorer cet outil, qui sert à formaliser vos plans de gestion de données sur le papier. Et aussi, en fait, quand on fait un plan de gestion de données, on se pose des questions sur où est-ce qu'on stocke les données. Donc, est-ce qu'il y a des offres de services pour les projets là-dessus, etc. Et donc, on travaille aussi avec les DSI des instituts. Alors, à part ça, on a utilisé un des projets pilotes du programme comme cobaye pour tester des services. Alors là, vraiment plus focalisé sur les projets. Donc, c'est le projet AgroDiv et il était intéressant parce que vraiment, il avait toutes les caractéristiques qu'on voulait, sur lesquelles on voulait travailler. Donc, il va produire des données de génotypage et de séquençage sur de larges collections animales et végétales. Il va analyser ces données, les compiler avec des données qui auront été produites hors du projet aussi, qu'il faut gérer. Il y aura une publication à la fin de jeux de données. Et tout ça est fait en collaboration avec des infrastructures ou des plateformes. Donc INRAE Génomics, qui est une partie de France Génomique, Bioinfomix, qui est 3 plateformes de bioinformatique, 4 plateformes de bioinformatique qui font partie de l'IFB, plus ou moins, et RAR, donc l'infrastructure rare de ressources génétiques. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, en se mettant tous ensemble, c'est d'essayer de regarder bien, en se basant sur les recommandations internationales du domaine, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur étagère et qu'est-ce qui est déjà bien recommandé. Et à la fin, comment ça s'implémente en réalité dans le projet, comment on peut les appliquer avec les ressources nationales qu'on a dans le projet. Et donc, on écrit des guidelines dédiés au projet avec une méthode qu'on a développée dans un projet européen Agent et puis qu'on a reprise dans AgroDiv et qui a assez bien fonctionné. Donc l'idée, c'est donc d'écrire des guidelines, mais vraiment, on ne réécrit pas ce qui a été écrit au niveau international, mais c'est comment ça s'applique en vrai dans notre consortium. On propose des templates qui facilitent la collecte et la standardisation de métadonnées à la source. On se met d'accord sur un espace de données, un espace de stockage centralisé que tout le monde utilisera. Pour nous, c'était important d'avoir aussi une nomenclature de fichiers et de dossiers pour faciliter la soumission aux archives après, d'y réfléchir en amont. Et puis, on a travaillé sur un flux de données sur qui fait quoi et dans quel ordre. Enfin, on fait des formations par webinaire, en plus des guidelines qui sont accessibles à tous, pour former à l'utilisation de ces choses-là. Donc, voilà le flux de gestion de données. En vert, c'est ce qui est sous la responsabilité des plateformes de bioinfo, donc création d'un template pour le recueil de métadonnées. On a discuté de la nomenclature de fichiers avec la mise en place d'un petit outil, un petit script qui fait un readme automatique dans les dossiers. Donc, on peut savoir ce qu'il y a dedans. Et puis, on s'est mis d'accord sur un espace de stockage qui est procuré par Genotool, une des plateformes de bioinfo INRAE. Ensuite, donc on s'est mis d'accord avec les collègues de RAR et scientifiques pour qu'ils remplissent le template. Il y a une étape de validation par les bioinfos et des spécialistes de RAR de ces métadonnées, et on les a soumis à Biosample, et on a un petit script de soumission dans cette archive européenne qui permet de récupérer des identifiants uniques pour les échantillons qui seront séquencés. Et aussi d'avoir une archive quelque part de conservation de nos métadonnées, en fait. Donc on a un double qui est sauvé par le MBL de ces métadonnées. On en a un peu plus de 2000 déjà qui sont conservées. Et alors, la beauté du système, c'est que l'idée, c'était que du coup, cet identifiant unique soit récupéré par les plateformes de séquençage, que ce soit l'identifiant de l'échantillon qu'elles utilisent,
Et donc, dès qu'on est d'accord, on peut envoyer les lots à séquencer. Et les plateformes de séquençage, elles, sont responsables de créer le jeu de données qui sera soumis ensuite à ENA de séquençage. Voilà, donc ça, on l'a discuté tous ensemble. On est d'accord sur qui fait quoi, qui valide quoi et comment ça avance. Et ça marche plutôt bien. Voilà, donc ça c'était la partie gestion de données. Sur la partie portail, c'est pareil, on fait des petits dessins et on essaye. Donc la première étape, c'est où sont les données et comment est-ce qu'on doit les connecter. Et dans les données, il y a les données de travail, celles qui évoluent tous les jours. Donc ce sont les bases de données de gestion locale. Et donc dans Brief, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de pousser la communauté plante, bon là c'est plante, à utiliser tous le même logiciel. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà, ça bouge. Et ensuite, donc ça c'est la base de données locale, les données évoluent. Et qu'est-ce qu'on transfère ensuite à des portails nationaux? Donc Florilège, qui est le portail, le catalogue en fait national de ressources génétiques plantes français, et ensuite c'est transféré aussi dans RAR, et donc on peut aussi chercher aux côtés de tous les autres domaines de ressources génétiques, plantes, animaux, microbes, etc. Et on a aussi des bases de données centrales parce que ce sont des données patrimoniales. Et donc dans quel ordre tout ça se fait? Qui est responsable du jeu de données référence? Et essayer d'automatiser, Donc on essaye d'automatiser ces étapes pour que les gens ne rentrent qu'une seule fois leurs données et qu'ensuite les choses se fassent de façon automatisée. Et ce faisant, on est aussi en train de travailler sur la documentation et des recommandations. Donc ça se fait côté végétal, côté animal. Et côté animal, il y a des questions un peu plus complexes en lien avec des droits d'accès. Côté animal, il y a des données sensibles qu'on ne peut pas dispatcher à tout le monde. Ce n'est pas seulement les données non peupliers, la question, mais c'est aussi des données qu'on n'a pas le droit de diffuser sans l'accord des propriétaires de ces données. Et donc, il y a des questions un peu au niveau du système d'information sur comment on gère ces délégations de droits et comment ces choses vont être traitées. Voilà, donc tout ça, c'est en cours. Et ça avance bien grâce au projet. Et on a fait quelques recrutements là qui vont permettre d'avancer les choses aussi côté animal qui était un peu bloqué par un recrutement. Enfin, côté pipeline d'analyse, donc on a proposé nos services à Agrodiv notamment pour utiliser les pipelines d'assemblage et d'annotation qui sont déjà de génomes qui sont là pour le coup, sont des choses qui sont maintenant assez stables et assez bien faites, et les mettre au service peut-être de génomes un peu complexes à assembler et à noter. Et donc effectivement, il y a des génomes dans Agrodiv, des nouveaux génomes de référence pour la luzerne et le dactyle, qui sont des génomes autopolyploïdes. Donc vous avez 4 versions, 4 chromosomes en fait, qui sont très semblables par jeu en fait. Donc c'est assez complexe pour des assembleurs, et puis ils sont très gros. Donc voilà, donc on les a testés et effectivement il y a une chaîne de traitement qui fonctionne bien, qui est reproductible, et il y a eu un travail qui a été fait pour essayer d'améliorer des zones particulièrement difficiles avec des longues répétitions GA ou CT. Et voilà, donc on a un assemblage qui commence à être bien, enfin qui est beau, et on voit que en fait ces 4 versions se comportent avec des jeux de 2. En fait, voilà, bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais là maintenant le travail en cours, c'est de travailler sur la chaîne d'annotation structurale et fonctionnelle des gènes. Donc ça, c'est en cours. Je pense que il y a le truc le plus dynamique, parce que, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui n'est pas du tout stable encore. C'est un peu comme, je ne sais pas, les micros, enfin le RNA sec ou tout ce qui était transcriptomique dans les années 90-2000.
d'une expérience à l'autre, c'était pas super stable. En fait, on avait du mal à avoir des choses reproductibles. Donc, je pense qu'on en est là pour les pangénomes. Et donc, il y a eu un gros travail. Alors là, c'est vraiment un groupe de travail AgroDiv Brief qui a regardé tout ce qui était sur étagère comme ressources pour l'annotation et l'analyse des pangénomes. Et qui a fait des benchmarks en fait de tout ce qui existe, donc des comparaisons en fait des avantages et des inconvénients de tous ces outils, et qui a mis ça dans un pipeline qui permet de faire des analyses automatisées plus facilement et reproductibles, avec l'idée d'avoir des étapes de pré-processing des génomes, donc parfois quand ils sont très gros ou très compliqués. Et en fait dans le pangénome, pour les plantes, ce qui est compliqué, c'est que les plantes sont extrêmement variables. Donc on se retrouve avec une quantité de variation qui est énorme au niveau du génome et qui est intraitable. Et donc une des options qui a été prise, c'est de travailler d'abord chromosome par chromosome pour diminuer la complexité. Donc il y a un pré-processing automatisé. Il y a des aspects corps en fait, qui sont la construction du graphe de pangénome, et ensuite il y a des aspects de post-processing qui permettent aux chercheurs d'aller analyser leurs résultats et d'avoir une idée au niveau statistique ou visualisation du résultat de leur analyse de pangénome. Donc le pipeline s'appelle PANIC et il commence à être utilisé dans AgroDiv notamment. Il a été utilisé sur le chou, le chêne, le blé, l'abricotier, la chèvre, Brachypodium, et en cours il y a la vigne. Voilà, donc je crois qu'il y a des papiers en cours, et puis les collègues en fait ont des retours utilisateurs et continuent à essayer d'intégrer des nouvelles fonctionnalités demandées par les utilisateurs. Et il y a eu une formation avec un atelier aussi pour former tout le monde à l'utilisation de PANIC en décembre dernier. Voilà, et je voulais finir par remercier en fait, évidemment tous les participants du projet, mais aussi surtout mon comité de pilotage, avec qui on travaille régulièrement, on suit le projet, les partenaires des autres plateformes que bioinformatique, puisque moi je viens plutôt côté bioinformatique. Et puis donc on a recruté 3 personnes sur le projet, donc Vanita qui est là-haut, qui présentait un poster, Adela Poublan-Couzardeau qui a travaillé sur la partie assemblage, et Alexis Merguez qui a travaillé sur PANIC et qui nous quitte pour faire une thèse. Et donc, on vient de recruter quelqu'un d'autre, mais vous verrez son nom l'année prochaine. Donc, bonjour. Je m'appelle David Sherman, comme vous savez. Donc, je vais présenter Mystique, qui est un projet pilote dans sa 2e année du PEPR. Hier, Jacques nous a parlé de la transformation. Et ici, nous sommes clairement dans une agroécologie dite forte, au sens du rapport d'Uru, où nous cherchons à mobiliser la biodiversité pour les services d'entrantes et pour la régulation de flux. Mystique s'intéresse très précisément au rôle des communautés microbiennes dans ces processus, des communautés microbiennes qu'on trouve dans le phylosphère ou dans le rhizosphère. Ce sont des communautés qui ont des effets délétères dans le cas des pathogènes, mais aussi beaucoup d'effets bénéfiques pour la nutrition et pour la biodéfense. Il ne faut pas oublier que le potentiel de recrutement d'une communauté microbienne par une plante est une propriété du terroir et n'est pas forcément quelque chose qu'on peut facilement modifier. Ces interactions sont complexes. En fait, le point de départ, vraiment le principe de base de Mystique, c'est que ces communautés microbiennes sont largement inconnues, difficiles à observer, est absolument essentiel pour comprendre ces processus et joue un rôle clé que nous cherchons à comprendre, un rôle clé dans l'adaptation des cultures à des stress environnementaux, y compris le changement climatique.
Alors, Mystique est un projet méthodologique. Nous fournissons des outils de construction de modèles spatio-temporels de ces communautés microbiennes, bactériennes ou fongiques. Ces modèles peuvent être utilisés dans une boucle de contrôle serré d'un jumeau numérique avec rétroaction sur le système expérimental. Ils peuvent être utilisés sur la boucle d'apprentissage des paramètres permettant de raffiner ces modèles et peuvent être utilisés dans la boucle de rétroaction d'adaptation des pratiques, de l'amélioration de la pratique, sachant que ces pratiques, à la fin, peuvent ou pas inclure une composante informatique. Concrètement, Mystique donc, forge ces modèles entre le marteau de la modélisation numérique à haute fidélité sur les communautés synthétiques de petite taille et les clumes de la modélisation discrète de communautés complètes, donc avec des milliers d'organismes obtenus ou étudiés par le métagénomique environnemental. Ces deux approches se renforcent mutuellement, comme j'ai présenté dans les années passées, et sont alimentées aussi par le système expérimental existante à INRAE. Donc, Mystique a deux lots de travail. Le premier concerne le métagénomique pour l'inférence fonctionnelle, où on va partir d'un échantillonnage environnemental de communautés microbiennes, que nous allons envoyer en métabolomique d'un côté, mais surtout en métagénomique de l'autre, où on va séquencer donc, les milliers ou plus d'organismes présents. On va obtenir donc les génomes complets de ces organismes. Les gènes de ces génomes complets vont être confrontés à une base de connaissances de fonctions qui va nous permettre de produire pour chacun des organismes un modèle métabolique à l'échelle de génome, ce qu'on appelle un MAG. Et les combinaisons de ces MAG avec des données métabolomiques vont constituer une base de connaissances sur laquelle les méthodes de raisonnement par machine vont permettre l'inférence des interactions métaboliques. Alors, ce lot de travail est divisé en trois parties. Comme vous voyez ici, qui sont pilotées chacun par un regroupement des partenaires de Mystique. Dans ce point que j'ai fait pour cette année, donc on a surtout avancé sur la première partie qui est l'acquisition de données métagénomiques avec un grand investissement dans l'acquisition de séquences. Et des belles améliorations dans les processus d'assemblage et de construction des MAG sous-jacentes. Les deux autres parties commencent plus ou moins tout justement avec les derniers deux recrutements des doctorantes associées. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler plus l'année prochaine, j'espère. Le deuxième lot de travail donc, concerne la construction d'outils pour la création d'outils pour la construction de jumeaux numériques de communautés donc, synthétiques, avec une première partie qui concerne le criblage expérimental et la construction des modèles pour les pathobiontes contrôlés. Et en deuxième temps, une extension de ces travaux sur les modèles fonctionnels de communautés donc, plus complexes et sur les interactions hautes pathobiontes. Sur les 7 délivrables du deuxième lot, nous avons donc avancé sur tous les fronts, surtout dans la partie en amont qui concerne les pathobiontes. Et on vient tout juste de commencer les deux parties en bas. Comme vous voyez sur le dessin, dans chaque cas, on va produire un modèle mathématique. Et comme j'ai dit, ce sont des modèles mathématiques à haute fidélité qui peuvent être utilisés en simulation. Et une fois converti en modèle surrogate, utilisé en pilotage selon les besoins de l'application. Je voulais parler aussi de l'effet levier donc, du PEPR. Donc, Mystique, c'est parmi les plus petits des projets. Donc, on essaie de faire plus et faire moins, comme tout le monde. Le PEPR, le financement du PEPR a permis donc, de faire des connexions avec des projets existants et des projets qui sont en cours de définition. Dès le début de Mystique, nous avons collaboré beaucoup avec Vitae et Cap Zero Phyto, qui sont deux projets financés par le PPR Cultiver et Protéger Autrement, le CPA. La connexion très forte avec Vitae a fourni une graine qui a contribué
à la définition donc, du projet GetUp qui est maintenant financé et qui va démarrer cette année, financé par le Parsada. Les 7 millions de ce projet vont surtout permettre le déploiement dans les champs de solutions qui sont en partie le résultat de développement méthodologique. L'interaction donc entre Mystique et Cap Zero Phyto, qui jusqu'à présent était assez ad hoc, vient d'être formalisée par les collègues INRAE qui ont soumis un projet en cours d'expertise qui s'appelle IMIX, qui formalise les liens entre les parties cultivation et expérimentation en champ donc de Cap Zero Phyto avec la partie modélisation qui est dans Mystique. Vous voyez là dans le pointier à gauche cette formalisation avec la valorisation attendue en termes, entre autres, de mesures de diversité fonctionnelle et taxonomique. Et finalement, pour compléter, nous avons obtenu, grâce donc, au PEPR, en cofinancement, donc, les projets donc, régionaux micromode sur la partie modélisation et diagnostic, ainsi qu'un projet comique géré avec le Grand Nord où il y a des ours polaires. Paris, je pense. C'est un endroit très au nord. Alors, pour l'organisation, donc Mystique est un partenariat INRAE et nous avons tenu à ce que toutes les thèses de doctorat soient co-dirigées entre deux sites géographiques pour améliorer la communication entre les sites. Pierre Abad, donc, qui copilote avec moi donc, le PEPR, préside un conseil de porteurs d'enjeux qui nous aide à nous positionner par rapport aux véritables besoins de nos usagers. Et nous répondons à une stratégie institutionnelle avec des relations existantes, mais à améliorer au sein du PEPR, notamment avec BREF et Holobiont, avec les projets du PPR cultivé et protégé autrement que j'ai déjà cité, donc Cap Zero Phyto et Vitae, plus Succide, une collaboration donc, avec le PEPR SAMS, dans le projet Cultissimo et finalement GetUp dans le Parsada que j'ai déjà cité. Mystique a un engagement très fort pour la science ouverte. Nous avons promis dans notre plan de gestion de données de mettre à disposition toutes les données que nous allons produire, toutes les codes sources des logiciels que nous produisons et tous les résultats de calcul qui nous permettent de valider ces logiciels sur ces données. Et finalement, donc, Mystique met à disposition donc, de ses partenaires des moyens de calcul spécifiques qui sont gérés par INRIA, par le DSI INRIA. Mystique a financé la première année de l'ingénieur, d'un ingénieur parmi d'autres à la DSI spécifique à nous. Et INRIA donc, finance sur ses propres moyens les années suivantes de ces ingénieurs qui sont donc physiquement à Grenoble. Alors, une chose qui est importante de cette plateforme est que ça nous permet de garantir, enfin, ça nous permet de répondre aux exigences du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation. Et pour l'anecdote, une parcelle agricole privée où on peut identifier le propriétaire est soumis à la RGPD. Oui. Ce que j'ai découvert à mon grand désarroi assez tardivement. Alors, si tout ça vous paraît intéressant, je vous encourage d'aller voir les 4 posters que nous présentons cet après-midi. Et sinon, je vous encourage d'aller voir les 4 posters qu'on présente cet après-midi pour vous faire convaincre que c'est intéressant. Donc, nous avons donc Carole Belleardo qui va présenter ses résultats de postdoc sur l'amélioration donc de traitement de données métagénomiques dans les échantillons de sol tellurique. C'est un milieu qui est très hostile à l'ADN et l'utilisation des techniques de séquençage nouvelles est une des éléments de réponse importantes. Nicolas Maurice, ici, va présenter donc ses travaux sur Mappler, qui est un moyen d'évaluer la qualité des assemblages dans les échantillons qui sont taxonomiquement très riches, toujours en utilisant, entre autres choses, les données de nouvelles techniques de séquençage. Steve Tato, qui est
qui est là. Steve Tato va présenter donc ses travaux sur l'extension d'un cadre de modélisation numérique à haute fidélité, donc l'analyse par flux métabolique, une extension au cadre communautaire et comment garantir que le comportement de l'ensemble de ce système respecte les interactions entre les espèces. Et finalement, Corélie Muller, qui est là, d'accord, va présenter les travaux qu'elle vient tout juste de commencer sur la construction de modèles informés par le métabolomique, avec un focus tout particulier sur le métabolisme secondaire, qui est très intéressante pour la spécificité du rôle des organismes. Donc, tous ces 4 posters sont cet après-midi, et je vous encourage une 3e fois d'aller les voir. Juste pour terminer, donc, Mystique, c'est 8 équipes, dont 2 qui sont communes INRAE, localisées en 4 endroits, Sophia Antipolis, Bordeaux, Rennes et ici à Dijon, pour Genosol. Et si donc, nous faisons des outils de modélisation spatio-temporelle de communauté microbienne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à moi, à Pierre Abad ou à Valentina Baldazzi qui est là. Merci de votre attention. Donc la présentation suivante, c'est le projet Mélicert par Emmanuel Vaudour. Attendez, excusez-moi. Merci, j'affiche votre PowerPoint de suite. Est-ce que ça fait? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis Emmanuelle Vaudour, je suis directrice de recherche au sein de l'unité UMR Eco 6 à Palaiseau et je co-coordonne le projet Mélicert. Je viens vous présenter les résultats qui concernent le suivi de la télédétection du carbone du sol, les premiers résultats. Donc il y a un grand nombre de participants qui sont indiqués de contributeurs à ces travaux qui sont indiqués ici dans cette diapo. Et ce projet est coordonné est porté par AgroParisTech il implique l'INRIA, INRAE et l'Institut Agro Rennes-Angers. Je n'ai pas la... Je n'ai... Merci. Voilà, on va passer à la suivante. Donc, c'est la grosse flèche du milieu. Voilà. Alors, brièvement, les objectifs très simplifiés en fait, du projet Mélicert sont au nombre de 3. C'est d'abord d'estimer spatialement le carbone organique des sols agricoles à partir de séries satellitaires Sentinelle-2 ou Sentinelle-1. Donc, c'est des données hebdomadaires. Et de combiner ces informations avec des sites expérimentaux de longue durée et avec des observations de terrain multi-instrumentées. Et deuxièmement, l'objectif conjoint, c'est de suivre les pratiques stockantes et les facteurs influents sur le carbone du sol. Et enfin, modéliser ces flux et développer une nouvelle approche globale. Donc cette question 3, qui fait l'objet d'un axe spécifique, implique Nicolas Bredu de l'INRIA. Donc, pour ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui, les 2 premières questions en fait, sont traitées dans un axe 1 intitulé « Suivi spatio-temporel du carbone organique du sol ». Et c'est ce qui va faire l'objet de cette présentation. Donc, le consortium de Mélicert, c'est un consortium qui regroupe 8 unités de recherche en France métropolitaine, ainsi que l'unité expérimentale Nouzilly de Tours. Et ce projet s'est fait en collaboration étroite avec le projet européen JP Soil Steropes, que je co-coordonne avec Jonna Wetterlin, Université de Lund, en Suède, et qui implique 14 pays, donc qui vient de se terminer en 2024, ainsi que le projet JP Soil Sancho Thirst,
coordonné par l'Université de Madrid, par Maria José Marquez, Université de Madrid. Et donc le projet Steropes est focalisé sur les grandes cultures, la prédiction par satellite de carbone et les facteurs influents de la prédiction, les facteurs perturbateurs de la prédiction. Le projet Sancho Thirst, il est focalisé sur la même chose pour le carbone, mais il est focalisé, il a un volet 6 focalisé sur la détection du carbone en conditions semi-arides de vignobles et d'oliveraies. Alors, le principe général en fait, qui guide ce projet, en tout cas l'axe 1 que je présente, c'est le suivi spectral du carbone organique du sol qui est permis par les propriétés spécifiques remarquables des comportements spectraux des sols et qui permettent de relier cette propriété de carbone du sol à la réflectance mesurée à différents échelons, à différents niveaux, donc en laboratoire, en réflectance, en niveau contrôlé, en lumière contrôlée, sur le terrain en lumière naturelle, avec des mesures de terrain au champ, ou depuis des images de différents vecteurs et capteurs, et notamment des images satellitaires. Donc ça permet de relier la réflectance à la propriété d'intérêt, ici le carbone, mais aussi les autres propriétés conjointes du sol qui sont en lien. Ça permet de constituer des modèles spectraux. Et il y a également en parallèle des modèles qu'on qualifie de spatiaux qui, eux, sont fondés sur les localisations géographiques des points et qui sont à base géostatistique. Donc on a pour le projet en fait capitalisé sur les acquis dans Steropes, une publication de synthèse de l'état de l'art, de ce qui s'était fait en matière de suivi satellitaire du carbone du sol et qui mettait en évidence un effort très récent notamment depuis l'émergence de Sentinelle, du satellite Sentinelle et donc Sentinelle-2 et des satellites hyperspectraux Prisma et MAP de ce type d'approche. Donc Mélicert se situe dans cette perspective de l'utilisation de ces capteurs plus récents, de cette dynamique. Et donc il y a 3 cas de figure en fait que l'on peut distinguer. Donc d'abord des modèles qui sont donc à gauche, des modèles qui sont fondés sur des données purement spectrales issues des séries satellitaires ou de données monodates au sein de ces séries qui requièrent des échantillons de sol conjoints pour construire des modèles. Là, au milieu, vous avez le cas dit bottom-up où vous combinez ces données de séries satellitaires avec des bases de données spectrales de laboratoire. Et ça, c'est quelque chose qui permet de diminuer le nombre d'analyses à faire en plus à des échelons continentaux européens si on se base sur des données, des librairies spectrales à ces échelons qui sont disponibles comme Lucas, par exemple, ou GeoCradle. Le troisième cas, c'est le cas combiné où on fait de la cartographie numérique des sols. On est sur une approche de type cartographie numérique des sols. On utilise différentes covariables de différentes natures combinées à des informations issues d'images satellitaires sur sol nu ou non, pas forcément des sols nus. Voilà. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut quand même avoir une base de données d'analyse de carbone du sol. C'est ce qui est conjoint à tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en fait dans le cas de Mélicert? On a progressé sur les aspects d'introduction, d'incorporation d'informations spectrales du sol nu, issues de mosaïques temporelles de séries satellitaires Sentinelle-2, dans des démarches de cartographie numérique des sols. Donc, vous voyez sur cet exemple, ça a été fait en Bosse à gauche, et ça a été fait également dans le sud de la Suède. Et ces démarches, en fait, impliquent de considérer des seuillages, de considérer des masquages des nuages et de considérer des différents indices spectraux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour la France, on a également inclus dans la chaîne de traitement des informations d'humidité du sol issues de Sentinelle-1 et disponibles comme produit du pôle Theia.
On a pris en considération les saisons pour la France et on s'est aussi intéressé pour la Suède, en s'intéressant uniquement au printemps pour la Suède, à différents percentiles des valeurs de réflectance dans la série temporelle. Et on a également donc incorporé des covariables. Donc vous avez un aperçu des covariables à gauche sur la bosse et à droite sur une des zones de la Suède, qui sont des covariables morphométriques issus de modèles numériques d'altitude ou issus d'indices spectraux ou bien issus de données géophysiques de type gamma-ray. Donc il y a différents types de modèles, de combinaisons de modèles qui ont pu être construits avec différentes modalités de métriques de réflectance. Et on a utilisé le quantile random forest comme modèle afin d'obtenir la carte prédite en sortie, la carte prédite ainsi que la carte d'incertitude associée aux prédictions conformément aux préconisations Global Soil Map pour la cartographie numérique des sols. Sur la droite de cette diapo, vous voyez les facteurs importants, donc ce qui est tous les facteurs qui sont soulignés avec des couleurs rouges correspondent aux données issues de Sentinel-2. Donc vous voyez bien en fait dans cet exemple au printemps pour la bosse, on a une implication très très marquée parmi les facteurs les plus influents dans le modèle des données des données spectrales issues de la réflectance de sol nu. Alors, dans la lignée de ce travail-là, on a travaillé sur l'effet de l'ennuagement dans les séries temporelles et de leur impact. Et donc, ce qu'on voit, en fait, là, vous avez 10 graphiques qui vous montrent en abscisse le seuil maximal de couverture nuageuse d'une tuile Sentinel-2 et l'effet que cela peut avoir. Donc, les courbes en couleur correspondent aux différents valeurs de R-peak, donc d'indicateurs de performance des modèles, pour différents percentiles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement dire que pour certains percentiles, comme le 90e, en fait, si on considère 0 nuage, on est très restrictif sur les conditions nuageuses de la série. C'est là qu'on obtient au printemps les meilleures performances. Par contre, pour des conditions plus laxistes de seuil maximal de couverture nuageuse, on a d'autres percentiles. On a plutôt la médiane au printemps, ou alors, toute date confondue, on va avoir plutôt le premier quartile qui va être important. Lorsque l'on fait des modèles pour chacune des 500 images de la série qu'on a considérée ici, donc c'était sur Newsy, c'était sur le site de Newsy, donc très local, on observe qu'il y a une corrélation négative entre le R-peak par date et l'ennuagement. Donc, si vous voulez des détails sur tout ce travail-là, ces résultats qui font l'objet d'un article en préparation, je vous invite à regarder le poster. Je voulais aussi souligner que ce travail-là est potentiellement en lien avec le projet Marvic dans lequel on est impliqué, qui s'intéresse au carbone farming. Dans la lignée de ce que je viens de présenter, en fait, l'idée c'est aussi de considérer d'autres conditions d'agroécosystèmes et des conditions climatiques variées, notamment des conditions semi-arides en Tunisie. Donc il y a un travail qui a été fait en conditions semi-arides avec la présence de sols salés. Et qui fait l'objet d'un poster dans le cadre du postdoc de Mouktar Aboubakar, ici présent. Donc, je vous invite également à le consulter, ce poster. On a également travaillé avec les collègues suédois et aussi des collègues lituaniens sur les conditions boréales et sur les prédictions de l'argile aussi conjointement au carbone organique. Aussi, dans le cadre de ce travail, de cette finesse de compréhension de ce qui est possible de faire en termes de prédiction de carbone, quelles sont les meilleures conditions, on a, dans le cadre de la thèse de Hugues, ici présent, Hugues Merlet, on a donc commencé à traiter une base de données spectrales dont on disposait déjà, qui avait été recueillie sur la plaine de Versailles, et qui disposait à la fois des mesures de réflectance in situ en conditions de lumière naturelle et également des données d'humidité
et de rugosité mesurés de manière synchrone. Là, vous avez ici un aperçu de quelques graphiques qui sont dans le poster de Hugues que je vous invite à aller voir, où vous voyez notamment les corrélations des différentes propriétés clés par longueur d'onde dans la gamme du visible au moyen d'infrarouge réflectif, et une très forte corrélation, donc la courbe en bleu en bas négative avec le carbone organique du sol, corrélation positive avec l'humidité du sol, la courbe orange, et puis les autres courbes indiquent des corrélations avec les différents facteurs de rugosité. À droite, les boxplots sont des boxplots de précision de RMSE de validation obtenus à partir des spectres simulés à partir de ces données du capteur Nmap hyperspectral, donc capteur satellitaire hyperspectral, donc qui anticipe la possibilité de prédire avec des bonnes performances le carbone, et qui également montre que pour certains, lorsqu'on inclut certains indicateurs de rugosité, on améliore significativement les prédictions. On a également des résultats dans le cadre de Mélicert qui concernent le suivi spectral des pratiques d'amendement organique, avec des expériences, des mesures spectrales, campagnes de mesures spectrales réalisées sur le dispositif Meta-Meta de Nouzilly. Donc, en haut à gauche, vous avez les spectres de réflectance correspondant à ces différents cas de figure. On arrive bien à distinguer spectralement, par exemple, un apport de digestat, de méthanisation. Et on a un article qui est en révision qui concerne le traitement des données avec des couples bidates sentinelles avant-après application de produits résiduaires organiques qui permettent d'établir des cartes des épandages et également l'incertitude associée à ces cartes. Donc là, on s'est intéressé à plusieurs types de matières organiques. On a également, dans le cadre de Mélicert, réalisé une première campagne de terrain coordonnée dans le cadre de la thèse de Hugues Merlet à l'unité expérimentale de Nouzilly, qu'on a faite en octobre et qui a consisté en des mesures de rugosité par différents types de capteurs. J'ai presque fini. Ainsi que des mesures spectrales sur le terrain et bien sûr des mesures d'humidité et des prélèvements pour analyse pour le carbone. Voilà, donc on a tout un jeu de données qui est en train d'être traité par Hugues. Et j'en viens à la conclusion. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans ces premiers résultats que j'ai présentés, permettent l'affinage de la compréhension en fait, des conditions dans lesquelles on peut prédire le carbone organique du sol, permettent aussi une diversification des conditions dans lesquelles c'est possible, et qui permettent d'aller vers le modèle physique. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite dans le cadre de la thèse de Hugues Merlet. Donc les travaux se poursuivent vers l'utilisation de nouveaux capteurs comme Nmap et des nouveaux vecteurs. On espère avoir des prises de vue drone hyperspectrales dans les prochaines campagnes de terrain, ainsi que des méthodes d'identification de changement qui ont été mises au point avec nos collègues dans le cadre du projet, avec nos collègues d'ISPA, la méthode Koussoum de Bertrand Igora. Et également, on peut dire qu'on a des travaux qui sont pionniers sur la gestion du sol en différentes conditions, aussi bien vitis que grande culture, et qui potentiellement permettent de faire le lien avec Biodicapt pour ce qui est le suivi du labour dans le cadre du PEPR. Et je voulais conclure juste en faisant hommage à notre collègue Dominique Arouet, qui a été très impliqué dans le cadre de la cartographie numérique des sols, de ce qui vous a été présenté, et dont voilà, on a un projet très endeuillé puisqu'il nous a quittés en décembre. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Et ben donc, je te propose de rester ici. Anne-Françoise et David, je vous propose de la rejoindre. Asseyez-vous, installez-vous. Et puis, on va prendre quelques questions. Un tout petit peu de retard. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour David, Anne-Françoise et puis Emmanuel ?
Alors, en attendant que les mains se lèvent, je commence par une. Alors, je l'avais au début de la présentation de Anne-Françoise et je l'ai eu en même temps après celle de David. Sciences ouvertes et PPST. Pour moi, c'est pas facile. C'est très compliqué d'articuler les deux. C'est quoi PPST, excuse-moi? Protection du patrimoine scientifique et technique. Il y a beaucoup de choses qui sont des données sensibles qui sont là, et donc les ouvrir, c'est une chose, mais c'est très bien. Enfin, la science ouverte, c'est très bien, mais voilà, elles sont sensibles, elles ont un intérêt énorme pour pas mal d'acteurs qui sont mal intentionnés. Comment on arrive à articuler ces deux choses? Oui, du coup, alors c'est des discussions qu'on a, je pense, avec nos instituts scientifiques. L'ouverture des données, elle est quand même discutée avec nos instituts. Il y a des données qui, déjà pour des questions de RGPD, de toute façon, ne seront pas ouvertes facilement. Et donc la question, c'est comment on gère l'autorisation, dans quel cas, qu'est-ce qui peut être un peu automatisé dans ces demandes, et comment c'est géré. Donc c'est quelque chose que je vois beaucoup côté médical, parce que là, pour le coup, je pense que c'est un sujet très, très chaud et depuis longtemps. Donc, ils ont l'habitude de le gérer depuis longtemps. Donc, il y a se mettre d'accord sur les métadonnées qui peuvent être, sur des données sensibles, qui peuvent être quand même mises dans le public pour aider à les découvrir et quand même les mobiliser dans certaines conditions et avec des autorisations, je ne sais pas. Enfin, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Et après, il y a leur protection pour éviter qu'elles soient piratées. Ça, c'est autre chose, quoi. C'est la sécurité des systèmes informatiques, quoi. Donc, pour compléter, c'est que vous m'entendez, oui, pour compléter. Donc là, on était déjà obligé d'anticiper dans le plan de gestion des données une distinction entre les données qui sont publiques, les données qui sont partenaires, non jamais partageables, les données qui sont produites, qui sont à terme mises à disposition, mais ne seront pas dans un premier temps. Et ça nous a aussi obligés, au niveau des plateformes de calcul, de tenir compte de ces contraintes. Par exemple, le moindre investissement PUPR dans une plateforme de calcul l'empoisonne, si vous voulez, par rapport au PPST, et me met dans l'obligation formelle de demander un FST à toute personne qui peut se loguer dessus. D'accord? Donc, ça crée des contraintes qui sont moins difficiles si on anticipe. Et elle était importante d'anticiper ça dans le plan de gestion de données. En termes de sciences ouvertes, cela s'est traduit par une sorte de fenêtre de tir des partenaires qui ont un accès précoce, au moment de l'acquisition, un accès pendant la période de projet aux données, qui ne nous réduit pas l'intérêt de mettre ces données à disposition globale à la fin du projet, à la fin de l'opportunité d'exploitation, qui est protégée par le PPST. Le PPST n'est pas une interdiction pour toujours, c'est pour permettre une exploitation rapide, prioritaire, au bénéfice de ceux qui ont payé pour, qui est le peuple français. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'un des trois ou les trois en même temps? Oui, tout en haut. Non, il faut un micro. Voix de diaphragme, projette. Ah merde, je peux pas dire de conneries. Il m'a dit qu'il s'était enregistré, je peux pas dire de bêtises. Donc Samuel Mondy, la plateforme Génosol. Je rebondis un petit peu sur la notion de science ouverte. Il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est la réemployabilité, le potentiel de réemployabilité. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont intéressantes, mais qui sont peu réemployables. Et il y a des données qui sont très fortement réemployables et très intéressantes. Et on en parle rarement. Et en fait, ce serait peut-être intéressant de se poser la pertinence de la réemployabilité et de l'open science. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où on a une injonction politique, mais on sait qu'il y a des jeux de données qui sont moins intéressants et d'autres qui sont plus intéressants. Et je pense qu'il faudrait qu'on le discute sur la pertinence et la criticité de ces jeux de données. Voilà. Non, mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. Après, c'est pas toujours facile à prédire, tu vois.
voilà, il y a des choses qui nous semblent hyper intéressantes et on se dit ça va être hyper intéressant ad vitam aeternam et puis en fait les techniques évoluent par exemple, tu vois. Et donc des trucs qui ont été séquencés il y a 20 ans, la séquence n'est pas terrible et on a tendance à tout refaire quand même parce que voilà. Oui, pour compléter, et pour nuancer un tout petit peu, c'est difficile de savoir qui pourrait avoir une utilité d'une donnée plus tard. D'accord. Moi, je travaille beaucoup avec des équipes purement méthodologiques qui minent les bases de données pour lesquelles les données ont été acquises pour d'autres raisons. Et vraiment, le clé de voûte de cette réutilisation est la qualité de métadonnées associées qui permet d'associer ces données à un contexte qui permet, ou pas, de dire qu'on pourrait s'en resservir. Et là, je pense qu'il y a un front d'activité chez toi sur les métadonnées, sur le bon enregistrement de ces métadonnées qui est essentiel. Moi, il y a des gens qui me demandent un jeu de données. Franchement, je pense qu'il n'avait plus aucun intérêt. En fait, ils me le demandent pour des trucs auxquels je n'avais jamais pensé. Donc, c'est vraiment pas facile à prédire. J'avais 2 questions rapides, si possible. Première question, Widad Labani, je suis là, je cherche David. La première question, c'est une question d'accessibilité d'un point de vue pratico-pratique, en fait. Comment vous adresser pour avoir accès aux données. Et la deuxième question, qui est un peu plus large et à laquelle on a été confronté, c'est quel type de modèle économique construire autour de l'ouverture. Et ça, franchement, vraiment, moi, je suis pas la seule. Je connais des entreprises, et donc notamment, j'avais parlé hier de OS Farm, qui sont fortement impliquées et qui sont freinées, notamment par les appuis BPI, etc., qui veulent breveter, souveraineté, etc. Et du coup, voilà, on se pose vraiment une question de développement de modèles économiques autour de l'open source et de l'ouverture. Merci. Alors, pour un premier élément, je pense que pour la partie findable, d'accord, on a carrément un projet qui s'intéresse à ce sujet. Donc, il y a un grand travail sur l'indexation et sur la mise à disposition sur ces moyens-là qui sont proprement à elle. Pour la question de rentabilité, moi, je retourne la question. Moi, je suis financé par la population du pays. D'accord. Donc, la rentabilité, c'est est-ce que ça sert les gens qui ont payé pour. Moi, je suis moins intéressé par la rentabilité pour une entreprise. Ils ont leur propre calcul, ils sont capables de juger. Moi, ce que j'ai fait, c'est pour la nation. Et donc, ces données doivent être mises à disposition de manière qui maximise l'utilité pour la nation. Et pour moi, ça se traduit par les sources de logiciels sont ouvertes, que je suis fier ou pas de logiciels. C'est disponible. Les données sont à terme disponibles à tout le monde. Et la démonstration formelle que les calculs fait ce que je prétends est aussi auditable par qui en veut. Et pour moi, c'est un principe. Et si on dit qu'on doit fermer mes données pour que ça soit rentable pour un partenaire privé, il ne manque pas d'autres partenaires disponibles. Donc, on peut passer chemin. C'est des discussions qu'on a beaucoup dans le cadre d'Elixir aussi. Et alors, on est payé par des fonds publics. Donc, comme tu le disais, l'idée, c'est quand même de rendre aux citoyens ce qu'il a payé. Donc, on a quand même une notion, on travaille sur des communs, tu vois, des données, enfin voilà, des ressources publiques ou des communs. Je ne sais pas comment, enfin, les communs s'épuisent, les ressources publiques, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Bon, bref, en tout cas, voilà. Moyennant le côté sensible et qu'on ne peut pas ouvrir à tout le monde. Après, la question, par exemple, IMGT, qui est une base de données en enfin, sur tout ce qui est le système immunologique humain, avait un modèle économique où elle faisait payer l'accès à certaines données curées pour générer du salaire pour faire de la curation. Et donc, les gens payaient pour avoir... Donc, la donnée brute était gratuite et en revanche, pour des données curées, voilà. Et alors, voilà, bon, après, ils sont en train de se faire rattraper par d'autres gens qui donnent accès à la même chose gratuitement. Peut-être que ChatGPT remet en question ce genre de choses parce qu'il y a de la curation qui peut se faire différemment, qui ne demande plus des gens. Voilà. Donc, c'est une question qui n'est pas simple. Et, voilà. Et pour l'accès aux données... il y a
problèmes de comment on la cherche. Donc, il y a des problèmes de vocabulaire, de synonymie de vocabulaire, de contexte. Donc, quand tu viens d'un contexte, tu ne vas pas utiliser le même mot pour chercher. Enfin, voilà. Il y a des choses qui ne sont pas simplissimes. Merci. Alors, dernière question, Florence. Oui, mais en fait, tu viens de l'évoquer, c'était sur le côté R du Fair Data, donc le côté de réutilisation, parce que globalement, on bascule une grande quantité de données sur des répertoires ouverts, et donc Brief en particulier aide à ça, et on a bien compris les actions dans ce domaine-là. Sur la réutilisation, comme a dit David, ça repose sur des métadonnées et puis de l'interfaçage entre ontologies de différents types de données. Et je voulais savoir si Brief quelque part travaillait là-dessus et comment. Enfin, moi j'avais compris de manière naïve que certains modèles d'IA, et en particulier les LLM ou les RAG, permettaient justement d'interfacer les ontologies et de mieux requêter les données. Est-ce que du coup dans Brief c'est compris dans vos actions ou pas du tout? Non. Et sinon finalement est-ce que, enfin c'est pas du tout un reproche, j'allais dire, mais finalement, est-ce que là déjà on n'est pas plus loin? C'est-à-dire, c'est comment on réutilise tout ce qui est dans DataGouv, tout ce qui est dans je sais pas où, et que c'est ces questions-là qui aujourd'hui sont cruciales. Alors, on a un petit bout dans Brief, c'est-à-dire que dans Brief, tu vois, on essaye d'identifier les bases de données qui nous intéressent, d'indexer leurs métadonnées et déjà au moins de donner un accès plus facile, voilà, de chercher. Et donc on est en train de travailler, alors c'est pas vraiment dans Brief, on le fait dans mon labo, enfin, mais bref, on essaye de le faire aussi pour Recherche DataGouv, pour tout dire. Voilà. Et après, alors sur l'utilisation des LLM, on a eu un projet à ENR, un autre des 2KB, où on avait commencé à travailler avec des gens de l'INRIA sur des alignements d'ontologie en utilisant et on avait proposé un projet dans l'appel d'offres du PEPR, l'ancien appel d'offres qui n'a pas été retenu. Mais on avait envie de recommencer à travailler. Donc on a des activités à côté où on essaye d'avancer là-dessus. Dernier mot, David. Juste pour ajouter un mot, donc, il ne faut pas oublier qu'une ontologie est une association de vocabulaire contrôlée à une information logique, à des relations, sur lesquelles une inférence logique est possible et qui est déjà sous-utilisée. Donc si on utilise un LLM pour faciliter ce raisonnement ou on utilise un système de raisonnement, les deux sont des utilisations licites et encouragées dans l'ontologie et qui sont sous-utilisées aujourd'hui. Voilà, donc on est un petit peu en retard, donc on va obligé de conclure l'atelier. Merci encore, merci Anne-Françoise, merci Emmanuel, merci David. Chaman, donc pour faire la transition...